2 combattants, 23 bonus, 7 frappes qui touchent à la minute d'un côté comme de l'autre, une ceinture BMF entre un lightweight et un featherweight qui monte pour l'affronter. Je parle évidemment de Justin Gaethje contre Max Holloway, potentiellement le combat principal du peuple lors de l'UFC 300. Et dans cet épisode du Game Plan, on vous l'analyse dans les moindres détails, une analyse XXL avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Est-ce que tu préfères voir la version Holloway contre Poirier lors de la revanche face à la version Gaethje contre Chandler ou plutôt la version Holloway contre Allen face à la version Gaethje contre Ferguson? En gros, est-ce que tu préfères voir mode guerre activé de part et d'autre ou mode plus mesuré où on active la guerre à des moments sélectionnés activés? Dans ce cas-là, la deuxième option. J'allais dire un mélange des deux, Ouais. mais dans ce cas-là, la deuxième option, un peu plus calculateur peut-être sur les premiers rounds. Et puis quand ça rentre dans la zone, tu vois, quand ça commence à comprendre comment ça fonctionne et à se tester, rentrer un peu en guerre, ouais. Ouais, ça m'a pré-analyse. Pour moi, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, dans ce combat comme dans un autre, on sait que ce sont des gros guerriers. Ils sont très doués et compétents dans des combats chaotiques, mais ils n'ont pas besoin de cette structure de combat pour s'imposer. Je trouve que l'un et l'autre sont meilleurs quand ils sont plus mesurés et qu'ils accélèrent uniquement quand c'est opportun et qu'ils profitent de leur excellence dans le chaos quand c'est judicieux pour eux. Donc c'est un conseil que je donnerais aussi à Benoît Saint-Denis. Je ne sais pas si c'est le genre de conseil que tu lui donnerais, mais je trouve qu'il monte tellement en compétence qu'il pourrait gagner des combats mesurés et activer justement ce mode chaotique quand il sent que c'est le bon moment et pas automatiquement. Ouais, je pense que ça peut être un très bon conseil, ouais. Voilà. Donc, s'il nous écoute, clin d'œil. Euh, bon, parlons des cotes de paris sur ce combat. On est à 1,38 pour le champion BMF qui reste dans sa division, Justin Gaethje. Le combat a lieu en lightweight. Et il est donc gros favori face à Max Holloway qui pointe à 2,78. On donne donc seulement entre 25 et 30% de chances de victoire à Max. Est-ce que ça te paraît logique? Est-ce que tu t'alignes à ça ou est-ce que tu trouves que c'est exagéré dans un sens ou dans l'autre? Je t'avoue que comme ça, j'aurais trouvé ça un peu exagéré. Mhm. Parce que de l'autre côté, je, j'aimerais voir Max Holloway plus favori que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que, après analyse, Uh-huh. pour moi, il y a trop d'inconnus, en fait. Il y a trop d'inconnus. Et donc, sur ce qui est connu, je peux comprendre un peu plus les cotes. Je peux Mhm. comprendre que Justin euh, Gaethje soit aussi favori. Ouais. Mais il y a un monde où je vois un Max Holloway nous faire mentir, enfin nous faire mentir. Tu vois, Ouais, nous choquer ou aller à l'encontre des codes de Paris, quoi. voilà, mentir un petit peu sur ce qu'on pouvait voir de lui, de ce qu'on pouvait penser. Mais ça, c'est depuis pas mal de temps, hein. On Mhm. dit, ouais, il va finir par se faire éteindre. Alors, on pensait que ça serait le cas contre Arnold Allen, tu vois, par exemple. Et ça l'a Ouais. pas été du tout. On pensait que ce serait le cas aussi avec Dustin, Yair. Tu dis? avec Dustin, mais avec Yair Rodriguez aussi, ouais. Avec Yair Rodriguez, et c'était pas le cas. Donc, voilà, je comprends les cotes. Je les trouve peut-être un petit peu trop fortes Ouais. du côté de Gaethje, mais je peux les comprendre. Ouais, c'est un peu mon résumé aussi. Moi, autant je les comprends, autant je les trouve durs. J'aurais préféré voir quelque chose où on donne plus vers 35% de chance vers Mm. Max, mais ouais, on sait qu'il est ultra compétent, mais dans ce combat-là particulièrement, ça reste difficile de visualiser un chemin sûr vers la victoire. On sait qu'il est Ouais. capable de gagner contre n'importe qui, mais dans ce combat-là, skill pour skill, style pour style, ça va pas à son avantage, Mm. surtout en lightweight.
Enfin, surtout le fait Surtout qu'ils en doivent, lightweight, voilà, oui. surtout Ouais. le fait qu'ils doivent monter. Bon, ben, passons aux forces et faiblesses. Gaethje, commençons par lui. Alors, avant de te lancer la balle, moi, le premier truc que j'ai envie de dire sur lui, parce qu'on l'oublie très vite, je trouve, c'est qu'il a un excellent jab. On le voit comme un guerrier, on le voit comme quelqu'un qui va à la guerre, qui a des très bons calf kicks. On va évidemment en parler, de très bons low kicks, très bons calf kicks. Mais on oublie de dire qu'il a juste un très bon jab aussi. Et bon, c'est un droitier. Maintenant, je te Ouais, bah, laisse c'est drôle continuer parce sur son que profil. je l'avais noté sur le jab parce que je pense qu'effectivement on l'oublie et en revoyant je dis ouais purée mais son jab Ouais, il est en place, tu vois. Donc j'avais clairement. noté, tu vois. Les jabs, les low kicks bien évidemment. Justin Gaethje sur ses forces et faiblesses. Alors pour le présenter, c'est un combattant qui est assez étonnant parce qu'il a une base de lutte folk style. Mhm. Alors, souvent on peut penser que parce qu'il a une base de lutte folk style, il va être très très bon pour mettre au sol. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la lutte folk style, il y a tout le travail de scramble, tout le travail défensif qui peut te permettre de gagner des combats. Et, et je pense que dans sa carrière, il a été extrêmement bon dans ses scrambles. Donc, un adversaire va l'attaquer, il va aller saisir la jambe arrière, la cheville, renverser la situation, prendre le dos, obtenir des points comme ça et obtenir des combats. Donc, il dit qu'il ne lutte pas parce qu'il trouve ça trop fatigant. Ça peut s'entendre, mais je pense que c'est surtout parce que ce n'est pas un lutteur offensif. Mhm. C'était plutôt un lutteur défensif. Euh, on en a hein, des lutteurs comme ça. Je pense à Chamizo. Je sais pas si tu vois qui c'est, l'italien. Non. C'est Franck Chamizo, je crois qu'il s'appelle. Lui, c'est presque, il te tend la jambe pour que tu prennes la single leg et à partir de là, il travaille et il va obtenir sa position, tu vois. C'est ça, c'est défensif slash contreur en style de Voilà. lutte. Oui, Voilà, ok. défensif. Oui, voilà. Ouais, Mm, ok. mm, mm. Et donc voilà, donc c'est ça qui est assez étonnant. Et puis en fait, il est devenu, on ne sait pas trop comment, un excellent striker, vraiment dans la bagarre, dans le brawl. C'est un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que une base de lutte, ça vous donne vraiment une musculature très puissante au niveau du haut du corps, tu vois, pour tout ce qui va être rotation. Donc ça permet d'être extrêmement puissant dans les frappes. Et puis une grosse stabilité au sol. Mhm. On a vraiment une garde de lutte. Moi, ce que je dis souvent, c'est que vous regardez une garde de lutte, il y a juste à se redresser et vous êtes sur une garde de boxe. Ouais. Et donc la transition, elle se fait très très bien chez des lutteurs pour de la boxe anglaise. Et puis, bah, enfin là, il commence à sortir ses kicks. Quand il passe en MMA, il a besoin de quand même quelques kicks. Et c'est vrai que les boxeurs, dès qu'ils veulent rajouter des kicks, souvent, ils se spécialisent dans les low kicks, voire dans les calf kicks. Ouais. On l'a, euh, on l'a régulièrement. Bah, tu vois, par exemple, Topuria, qui utilise très très bien ses calf kicks. Son style, c'est de la boxe anglaise, mais il rajoute ça. Ouais, on en avait parlé parce que les calf kicks s'envoient à une distance de boxe anglaise, alors que les middle Ouais, kicks, high kicks, c'est une distance de kick forcément. Donc ça c'est demande pas de voilà. souplesse, ça demande quasi pas d'ouverture de hanche non plus. Mhm. C'est des frappes qui sont là pour... euh, tu vois, ça se rapproche presque d'un foot sweep, tu vois. Ouais, Tu viens frapper, il faut être très précis. Il y a pas de recherche de puissance, ça se travaille pas au sac. Tu vois, c'est vraiment très rapide. Je viens frapper au bon endroit et je dois le faire plusieurs fois. c'est ça. Et, et donc voilà. Donc pour le décrire, ça c'est pour moi ses grosses forces. C'est dans ses faiblesses, qu'on pourrait dire, c'est que bah, forcément, pour moi, la plus grosse faiblesse, c'est son sol. Ouais. C'est la majorité de ses défaites, hein. Une fois sur son dos, quoi, ouais. Mm. Et la deuxième, son plus gros défaut, c'est sa gestion d'énergie. Euh, Mhm. enfin, c'était son plus gros défaut, hein. Ouais, en fait, ça dépend des combats. Tu Ouais, vois, genre contre Tony Ferguson, il a bien géré, notamment grâce à une bonne instruction de Whitman entre le exactement. deuxième et le troisième round. Mais on a revu ce défaut venir plus tard contre Chandler. Quand il a affronté Chandler, c'était de nouveau son goût pour la guerre qui est trop omniprésent. Et du coup, il peut partir en guerre et ne plus penser Mm. à comment gérer son énergie. Contre Fiziev, c'était mieux. Contre Dustin Poirier, dans son tout dernier combat, c'était très bien, par contre. Donc ouais, je te rejoins. Un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est justement, tu vois, tous ces lutteurs qui tombent amoureux de leur anglaise, de leur boxe anglaise, tu l'as justifié de par le fait que
très rapidement, ils ont une bonne puissance de frappe parce que leur style en lutte a développé les muscles qu'il fallait pour générer pas mal de Et la puissance stabilité, hein. et la stabilité. Et justement, tu as aussi ce côté, en tant que très bon lutteur de jeunesse, tu as moins peur de te faire amener au sol parce que tu sais que si quelqu'un rentre dans tes hanches, tu as les muscles tu as la réactivité pour défendre. Et le fait d'être capable de te dire, ouais, si quelqu'un rentre en lutte contre moi, je vais être capable de défendre, ça te met dans un état d'esprit où tu es plus prêt à échanger aussi en boxe anglaise Mm. parce que tu as moins l'appréhension de la lutte. On parle souvent quand tu as striker contre très bon lutteur. Très souvent, le niveau du striker sera moins bon en striking à cause de l'appréhension de se ramener au sol. Et pour Ouais. un lutteur qui développe bien son striking, cette appréhension, elle est quasi inexistante, voire inexistante. Voilà, contre... Sauf contre Khabib. Mais en fait, contre contre... Khabib, mais le truc, c'est justement contre Khabib, je trouve que c'était un super beau combat parce qu'on a un Gaethje qui... Il était en panique totale, hein. J'ai re-regardé le combat. Il est en panique totale avec le sol, hein. Ouais, C'est presque, moi, je trouve, ce qui est le plus... ce qui l'a amené à la défaite enfin, c'est d'avoir été si craintif de son sol. ce qui l'a amené plus rapidement à la défaite, tu vois. Ah là Et pourtant, là. il défend bien au début. Les gens oublient parce que on voit plus les amener au sol qui ont réussi et justement la Ouais, surdomination mais de Khabib au sol. Mais sur les sauf... 4-5 premières défenses d'amener au sol, c'était très beau. Hein. Il le faisait super bien, je trouve. Ouais, bien sûr, mais il est plus du tout concentré en offensive sur sa boxe Ouais. et Khabib, il le respecte plus, hein. Tu sais, à mon avis, ce Il qui lui s'est met une passé là. pression et il lui met toujours son pied arrière Ouais. et il ose même plus Je crois que pénétrer, frapper. je crois que la différence entre ce combat et tous les autres, c'est que Gaethje se disait contre lui, j'ai pas le droit de me retrouver sur mon dos. Ouais, ouais, ouais. Alors que contre les autres, il se dit, bah, si je me retrouve sur mon dos, c'est moins grave. Il savait que Khabib avait un niveau qui était exceptionnellement plus haut que le sien et que ça allait lui coûter très cher. Et on l'a vu, hein, une minute du fin du premier round, on était à 2 secondes, enfin à 10 secondes d'un finish. Et puis dans le deuxième round, son amené au sol dans le deuxième round est magnifique. Hein. Ouais. Et pour en revenir sur les lutteurs, pourquoi la transition elle se fait bien, au-delà de la musculature, faut quand même savoir que sur la discipline du striking, il y a les coups qui sont Mm. portés au visage et l'appréhension des coups, c'est aussi un apprentissage. Mm. Donc, un judoka a beaucoup plus de difficultés à passer à la boxe parce qu'il y a cette appréhension des coups. Ouais. Alors qu'en lutte, tu prends des coups quand même. Il y a les chocs de tête Ouais. régulièrement. Quand tu viens saisir, quand tu viens prendre un collar tie, c'est des claques, C'est une tu vois ce claque, que je veux c'est une dire? claque dans la Ah, nuque. moi, je me suis fait assommer aux États-Unis. On a fait un match de lutte, le gars, il m'a mis un collar tie. Oh, je me suis pris un léger knockdown. Ah ouais, non, ça. Tu vois, quand C'était il pas a. Chad Mendes? C'était pas avec Chad Mendes, ça, en Ah, plus. Shawn Mendes, lui, il m'a mis un Ah non, snapdown. c'est ça l'anecdote, Mais il t'a bon, fait un ouais, snapdown. ouais, mais bon, après, voilà, c'était juste avant de se faire choper. T'inquiète que je comprends mieux pourquoi il s'est fait choper. Mais bon, c'était avec un autre, hein, toujours, j'imagine. Tu vois, normalement, au travail, on vient pousser sur la tête, tu vois, pas pousser. C'est des jabs qu'on appelle, tu vois, aussi. Donc, c'est vraiment quand tu viens percuter, tu viens pas juste pousser la tête. Tu viens Ouais, vraiment, tu mets c'est à la limite de la frappe, quoi. ouais. Et les chocs de tête, de rentrer, par exemple, peut-être la première, et tu prends des fois des chocs tête contre hanche. Enfin, t'as pas l'appréhension des genoux, tu vois. Quand tu dois descendre dans les jambes, un Jutsuka, descendre au niveau du tibia, il a peur de se prendre un tibia dans le front, tu vois, par exemple. Mhm. Il y a déjà eu des ouvertures comme ça, hein. Ouais. Donc, toute cette appréhension de rentrer et de prendre un coup, eh bien, espère quand tu fais de la lutte, hein, tout simplement. Et Ouais. donc, ça permet de faire une transition beaucoup plus rapide. Mhm. Ouais. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette Mm, discussion. mm, Alors mm. maintenant, pour revenir sur Gaethje, moi, il y a un point qui m'a tilté quand on faisait l'analyse Pereira contre Hill. Tu as Mhm. utilisé le terme assommé. On l'avait jamais utilisé, je pense, sur Fight Minds dans nos analyses. Et je trouve que les frappes de Gaethje, elles assomment aussi. J'ai l'impression qu'il a vraiment une frappe bien percutante. Et Mm. donc ça, c'est sa force. Mais par contre, il y a une faiblesse qui est liée à ça. C'est que pour moi, il n'a pas besoin de frapper fort pour que ça se ressente auprès de son adversaire. Mais lui, dans sa tête, il doit frapper fort pour mettre un KO. Et du coup, il surengage très Ouais. souvent alors que c'est pas nécessaire. Et de temps en temps, tu le vois envoyer des crochets dans le vent et il tombe. Il fait presque un 360, quoi. Ouais, c'est Et ça, vrai. c'est un gros défaut parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il a vraiment pas besoin de ça. D'autant plus qu'il a un bon footwork qui est adapté à son style. Mais alors, de temps en temps, il y a vraiment, je sais pas, il y a des snaps dans son cerveau, genre un brain fart qui arrive et il faut que j'envoie un parpaing. Et puis, son parpaing, évidemment, il manque de précision, il manque
de vitesse et de timing, il l'envoie dans le vent et il est complètement hors position après. Et je pense que quelqu'un qui a une bonne gestion de la distance pourrait capitaliser là-dessus. Bah, tu vois, si tu reviens sur le terme assommer, c'est peut-être une particularité dans la boxe anglaise, et ce qui va différencier un très bon boxeur d'un ancien lutteur devenu boxeur, c'est que il va chercher à éteindre, tu vois. Ouais. Justin, quand il frappe, il veut éteindre, il veut que un seul coup et l'autre tombe. Alors que quand tu es un bon boxeur, ce qui t'intéresse, c'est d'assommer et de commencer à voir l'autre qui bouge pour aller chercher à éteindre, tu vois, Ouais, pour aller chercher ouais. la pointe du menton ou ce genre de choses. Un McGregor, il va chercher à assommer. Il va viser certaines parties de la tête où il va y avoir du trouble, ça va commencer à bouger. Mhm. Et ça, c'est, pour moi, tu as trois manières de frapper. Tu vas, enfin, presque quatre avec les feintes, tu vois, mais tu vas chercher à, à pointer, à toucher, tu vois, Mhm. devant les yeux pour créer un petit peu du défensif, et tu veux juste frapper, repartir. C'est vraiment une pointe qui arrive, tu vois. Ça, c'est la première. Ensuite, tu vas chercher ton ouverture pour assommer, donc sur des Mhm. parties un peu sensibles, avec une frappe qui a un peu plus d'impact. Et une fois que tu as commencé à assommer, là, tu vas chercher à éteindre. Et éteindre, il n'y a pas réellement besoin de force en soi. Tu vois. De Non. temps en temps, il y a de la force, mais c'est surtout de la précision. Ce que tu veux, c'est que la frappe soit tellement bien placée que le cerveau, il coupe. Ouais. Et donc, certains vont éteindre en étant très précis, pointe de menton, et Ouais. d'autres en étant, entre guillemets, précis, avec un peu plus de puissance. Tu vois. C'est ça. Ou alors une frappe que l'adversaire ne voit pas venir. Ça, c'est aussi une troisième option qui ne Exactement. nécessite aucune puissance. Enfin, aucune, Ouais. c'est un grand mot, mais qui nécessite. Enfin, la puissance a beaucoup moins d'importance dans ce cas de figure. Sur la précision aussi, hein, tu vois, quand tu as un gars qui est Ouais. assommé, tu as déjà les muscles qui commencent à être un peu moins rigides, et ça coupe direct, hein. Ouais, ouais. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, s'il partait, et pour ceux qui regardent, si vous aimez la boxe, pensez d'abord à construire avec des frappes qui viennent pointer, toucher et très rapides, qui vont pas mettre KO, qui embêtent, qui font mal, qui vont marquer des points, par exemple, aux yeux des juges. Après, Mhm. essayer d'assommer, ça c'est la deuxième étape, et après d'éteindre. Ouais. Et il y a plus de chances d'éteindre de cette manière-là, et on le voit chez pas mal de boxeurs, tu vois. Hmm. Mm, Et mm, mm. avant de passer à Max Holloway, le dernier point sur lequel j'aimerais discuter autour de Justin Gaethje, c'est son système défensif qui est assez assez particulier, que ce soit en lutte ou en pied-point, hein. Il y a ce côté un peu garde haute, il y a ce côté baisser la tête, il y a ce Mhm. côté se mettre en boule debout, qui est assez particulier, surtout sur les middle kicks et ce genre de choses. Il y a un côté efficace pour le moment, mais j'ai l'impression qu'il y a voilà, il y a moyen de contourner ça, il y a moyen de vraiment capitaliser dessus. Et d'ailleurs, Dustin Poirier, dans le premier round, il capitalise un peu dessus j'en parle tout le temps, hein, il faut pas viser là où la tête est, il faut viser là où la tête sera. Et il y a un moment dans le premier round avec Dustin Poirier où Dustin Poirier, genre, il envoie son direct au lieu de l'envoyer comme d'habitude en ligne, il l'envoie genre là, tu vois. Et ça touche, tu vois, ça touche parce qu'il avait complètement anticipé le mouvement de tête de Gaethje. Et typiquement, on vient de parler des coups que tu vois pas venir ou que tu t'attends pas à encaisser. Ben, je crois que quand tu bouges ta tête comme Justin Gaethje le fait de temps en temps quand il se met en boule, il s'attend pas à se faire connecter par une frappe. Et donc, je pense que Max Holloway, il est compétent là-dedans de frapper là où la tête va être à la fin de son extension. Mm, mm, mm. Ouais, c'est le dernier point que je voulais aborder. Donc après cette parenthèse, tant que je suis dans une parenthèse, j'y pense après 17 minutes, ça va, c'est acceptable. Abonnez-vous. Pour tous ceux qui nous écoutent encore jusqu'à maintenant et que vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo et donnez-nous votre pronostic en commentaire. Ok, Max Holloway, comment est-ce que tu le définis? Je le définirais comme un striker à volume. Est-ce Merci. que ça Ouais. t'intéresse? C'est Oui. bien? Ouais. Premier truc que j'ai envoyé, Switch Fighter à haut volume, avec Switch entre guillemets, parce il faudra parler de ce côté Switch chez Max Holloway. Exactement, il faut en parler. Je l'ai noté aussi, tu vois. Je l'ai noté. Peut switcher sur les combats même, tu vois. Ouais, Et sans réellement. Des fois, je comprends pas trop pourquoi, tu vois. ouais. Enfin, c'est pas que je dis que j'ai du mal à avoir un pattern plutôt dans ces switches. Pour quelle raison? Face à je sais pas moi, face à un gaucher, il va passer en gaucher, et puis après il passe en droitier, et puis sur un combat contre un droitier, il se replace en gaucher, tu vois. Ouais, il n'y a pas spécialement de logique. Et on peut pas. Il y en a peut-être On peut une, hein, pas.
Oui, il y en a peut-être une dans sa tête, mais on est incapable de l'analyser parce qu'on peut pas Mm. dire, ok, il se met en garde ouverte. Tu vois, tu pourrais dire, bah, quand il est face à un droitier, il se met en gaucher, ou l'inverse, Ouais. il se met en garde fermée. Il n'y a pas cette logique face à des gauchers. Il va de temps en temps privilégier de se mettre en gaucher, de temps en temps en droitier. L'inverse c'est vrai aussi. De temps en temps, il change en plein combat. Genre contre Allen, limite, il fait ses 2 premiers rounds complètement en gaucher et puis la suite, il fait beaucoup plus en droitier. Donc au Mhm. sein même d'un combat, il va faire les ajustements. Bon, contre Allen, c'était complètement judicieux. Il combattait moins bien en gaucher, je trouve, qu'en droitier contre lui. Donc, ouais, c'était assez intéressant. Sur Arnold Allen, quand on avait fait la stratégie, on avait parlé des low kicks d'Arnold Allen. Ce serait intéressant qu'il Ah, les utilise ou pas? je sais plus. Parce que c'est Je vrai que sais plus. sur un bon, quelqu'un qui lance bien les low kicks, de changer de garde pour, ça peut être une bonne option, tu vois. Ouais, ouais, typiquement, ici, je pense qu'il faudra en parler de ça. Ouais, ça peut être une bonne option. Et puis après, au fur et à mesure du combat, quand le gars il a complètement oublié sa stratégie des low kicks, tu reviens Ouais, sur ta garde où tu es le plus compétent, tu vois. ouais. Mm, C'était mm. peut-être ça. C'était peut-être ça la logique. Peut-être, peut-être. Mais en Mais tout cas, ouais. enfin voilà, on n'est pas en train de Ah bah critiquer non, parce que le fait qu'il non, j'ai des bêtises. switch. Ouais, J'ai des Arlon est bêtises, Arnold gaucher, hein. Allen, il est Ouais. gaucher aussi, tu vois. Donc, on n'est pas en train de critiquer le fait qu'il switch. On dit juste que Non, du tout, c'est hein. compliqué pour nous de comprendre pourquoi il le fait. Mm. Mais force est de constater, vu la carrière qu'il a eue, qu'il le fait bien. Ouais, c'est clair, Voilà, c'est les clair. résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, j'aime bien qu'on commence par ça. Moi, j'avais noté, bon, au-delà d'un combattant à volume, c'est quelqu'un qui construit son jeu aussi pour pouvoir placer des combinaisons plus tard dans le combat. Donc, il va construire avec quelques feintes, il va construire avec quelques single attaques, mais son vrai objectif, je pense, c'est d'être capable de combiner contre ses adversaires pour pouvoir varier les attaques sur les différentes distances, mais aussi sur les différents niveaux. Et je trouve qu'il fait ça évidemment enfin, il excelle là-dedans. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah, son jab au corps, là, on dirait un escrimeur comme ça, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, j'aime bien que tu utilises ça. J'aime bien que tu utilises le terme Mm. escrime. Il y a ce que, mais justement, variation des distances, il va attaquer sur plusieurs distances différentes. Surtout boxing range et plus loin. Mm. C'est plutôt rare de le voir attaquer avec des coups de coude à distance, mais pourtant il en a des assez bons quand ça se retrouve au clinch, hein. Ouais, il en a utilisé quelques-uns sur certains de ses combats quand même, les coups de coude. Mhm. Moi, je rajouterais quand même sur sa manière de combattre, c'est que il, il paraît grand pour la KT, tu vois. Featherweight, ouais. Le featherweight, il paraît grand, mais je pense pas qu'il soit, comment dire ça, si grand. J'ai l'impression qu'en fait, il a une prestance qui fait que, tu vois, avec ses bras qui sont vraiment hauts, ouverts comme ça, tu vois, t'as vraiment Ouais, l'impression qu'il prend de l'espace, tu vois. et il tient assez, enfin tu vois, ses jambes sont pas très écartées, donc il est assez droit sur Ouais, ses ouais, ouais. appuis, ce qui lui donne bah, une taille plus haute forcément. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que il paraît grand, on pourrait penser qu'il va utiliser surtout du travail de celui qui a le plus d'allonge, tu vois, en restant à distance, mais il devient très très compétent à courte distance face à des combattants qui sont bons à courte distance aussi, tu vois. Mhm. C'est ça qui est des fois assez étonnant, quoi. Mais voilà, il fait 1,80 m, c'est la moyenne très haute, on va dire, des featherweight, mais son allonge, c'est 1,75 m. Donc, Mm. en fait, il peut jouer de sa taille, mais il peut pas jouer de son allonge. D'ailleurs, je Ouais. pense que, j'ai pas été vérifié, mais je pense que Volkanovski a une meilleure allonge que Holloway, alors que Volkanovski est beaucoup plus petit. En fait, c'est quoi, j'ai allé vérifier maintenant, comme ça, on est sûr de pas dire de bêtises, mais je pense que ça, c'était une des analyses, hein. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, Holloway, il c'est fait ça, 7 1,68 centimètres. et ouais, il fait 1,68 en taille et il fait 1,82 en allonge. Alors que Max Holloway, c'est 1,80 en taille et 1,75 en allonge. Donc c'est ça. Il était plus grand, mais il n'avait pas une meilleure allonge que Volkanovski. Et ça se ressent un peu dans le Mm, combat. mm, mm. Il peut pas gérer. Alors paradoxalement, parce qu'on a l'impression que le plus grand, il peut gérer justement à distance, mais en fait non. Ils avaient le même boxing range, on va dire. Parce que bon, Volkanovski a une allonge plus longue, mais quand tu frappes vers le haut, forcément, tu perds un peu en distance. Donc, bon, ça, c'est du Mm, détail, mm. mais voilà. Non, c'est vrai. Et donc voilà, donc sur la présentation et sur la manière, tu vois, quand on parlait d'éteindre, etc., ou d'assommer, on a quand même Max Holloway qui va toucher, 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 et souvent, il va plutôt chercher un petit peu le TKO. Donc Ouais, complètement annihiler toute la défense. On a des adversaires presque qui sont KO debout, tu vois. c'est ça. Ouais, c'est ça, T'as qui trop savent de plus quoi frappes qui faire. arrivent. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais, et
Il y a juste contre Corinne Zombie où j'ai trouvé que. Mais là, c'est de la précision. C'est vraiment de la précision sur des angles que Corinne Zombie voyait pas. Et c'est rare de voir Max Holloway mettre des knockdowns comme ça, je trouve. Un truc dont on doit parler, parce que tu as parlé de Justin Gaethje, un de ses défauts, peut-être pas dans tous ses combats, mais c'était sa gestion de l'énergie. Forcément, de l'autre côté, tu as Max Holloway qui est capable de commencer fort et en plus de monter crescendo. Franchement, dans certains combats, tu regardes ses stats et tu es là, tu fais, OK, tu viens d'envoyer ça sur 3 rounds et tu vas encore augmenter dans le 4 et dans le 5. C'est un truc de malade. Tu as l'impression qu'il a un cardio illimité. Et moi, je le considère comme un combattant plus en mode flow. Tu vois, il a besoin de rentrer dans son flow pour être extrêmement performant et il rentre assez rapidement dans cet état de flow, dans cette zone. Ouais. Donc, ouais. Et donc, dans ses points faibles, toi, tu mettrais quoi? Bah, en fait, c'est paradoxal, tu vois. Tout le monde dit qu'il se fait beaucoup toucher. Et je pense que c'est pas vrai. Il se fait beaucoup toucher en nombre, mais quand tu regardes statistiquement, il touche 7,17 fois à la minute et il se fait toucher 4,75 fois à la minute. Donc il y a quand même un sacré différentiel à son avantage. Hein. C'est rare d'avoir des différentiels aussi élevés. Dans ses défauts, clairement reculé en ligne. C'est un défaut qu'il a depuis très longtemps. Il l'a encore aujourd'hui. Qui avait été exploité par Dustin, mais qu'il avait bien corrigé, je trouve. Hein. Il avait bien ajusté en cours de combat, mais c'est pas pour autant qu'il a ajusté entre les combats. Je trouve qu'il a encore reculé en ligne contre Yair Rodriguez, par exemple. Et je pense que Alex Volkanovski a bien exploité ça. Il est toujours sujet au low kick. Il a un peu travaillé là-dessus suite à sa première défaite contre Volkanovski, mais forcément, en tant que bon boxeur avec un bon jab et un bon direct, automatiquement ta jambe avant elle est fort disponible. Et il y a très peu de défauts en fait dans son jeu. Il est difficile à amener au sol. Excellente sortie de clinch proactive. C'est le meilleur pour moi. Pour les sorties de clinch proactive, c'est le meilleur à l'UFC. Gros menton. Gros cardio. Ouais, j'ai du mal à trouver Son sol peut-être. Quand il est sur son dos, ouais. Bah, quand il est au-dessus. Ouais, bon, après, c'est pas son style, quoi. Ouais, mais ça reste quand même un défaut, tu vois. Quand tu as un Gaethje quand tu es autant underdog et que tu as un Gaethje qui se fait soumettre oui, ok, oui, ses d'accord. combats et que toi, tu arrives, t'as pas non plus de sol offensif, tu vois. Ouais, c'est un défaut qui se montre dans la stratégisation de ce genre de combat, effectivement. Parce que j'affronte Gaethje, une des stratégies, un des blueprints qui a été démontré par Charles Oliveira et par Khabib, c'est amener-le au sol, finissez-le au sol. Max Holloway peut pas faire cette stratégie parce qu'il a pas ça dans son arsenal. Donc, ouais, de ce point de vue-là, c'est une faiblesse. Ouais, et je pense que, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il est douteux, tu vois, parce qu'il a 2 victoires par guillotine. Je pense pas qu'il aura que ça va se présenter, tu vois, non. Une entrée en lutte où il a un coup disponible. Par contre, de mettre un knockdown, ça peut arriver. Et le problème, c'est que ce qu'il a fait contre Korean Zombie, il met knockdown, il va pour la soumission, et ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué, quoi. Ouais, clairement. Une soumission comme ça, hein? Il veut obtenir la soumission en parlant à l'arbitre. Et c'est pas pour dénigrer le niveau, mais c'est clair que son placement sur la soumission était pas là, tu vois. Il y a trop d'espace en plus. Ne fût-ce que son grip était pas bon. Oui, il n'y a même pas de réajustement. Il n'y a pas de réajustement. Je pense qu'il y a une autre tentative, c'était pas contre qui? Contre José Aldo, peut-être? Où il prend une guillotine ou un truc comme ça suite à un knockdown et il la perd. Enfin, je sais plus. Quand il y a Yair Rodriguez, je vois qu'il y a une tentative de soumission. Contre Dustin Poirier, dans la revanche, il y en a une. Je suis sur UFC Stats, donc je te dis pas ça en m'en souvenant. Bon, après, tu vois, ça va être difficile de... Mais bon, on peut partir quand même du principe que même s'il y a un knockdown, même s'il y a une situation où il y aurait une ouverture pour la soumission, il a une faiblesse sur ce plan-là. Tu vois, ouais, il y a juste plus dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Il y a juste contre José Aldo où il va bien finir au sol, mais José Aldo était touché de chez touché, quoi. Il était déjà out quasi quand ça va au sol. Ah, il soumet. Non, il le soumet pas, il le finit en ground. Ah non, moi je te parle vraiment de son système de soumission. Ah ouais, non, mais ça il doit lâcher. Mettre TKO, ça c'est pas un problème pour lui, mais par exemple, il y a eu plusieurs fois où il cherche une soumission parce qu'elle se présente à lui, tu vois, et il ne l'obtient pas, quoi. Et ça, je pense que j'espère en tout cas qu'il aura bien bossé dessus sur son système de soumission, parce que ça pourrait être aussi un chemin pour la victoire. Ouais, je suis d'accord. Dans une guerre, une tête qui descend, il prend un bras-tête et il peut finaliser le combat et surprendre tout le monde.
mais tu as intérêt à avoir corrigé certains détails pour être sûr de l'obtenir, tu vois. Ouais, et donc là, il y a toute cette question qui rentre typiquement dans ce genre de podcast, c'est est-ce que tu mets donc sur ce training camp qui est pas si long que ça, j'ai l'impression, quoique, je sais plus. Ouais, non, ça a quand même été annoncé il y a un certain temps. Ouais. On va dire un bon gros 2 mois. Est-ce que tu investis beaucoup de ton temps sur ton grappling offensif, quitte à délaisser automatiquement des éléments debout, quoi? Pour moi, c'est pas tant investir beaucoup de temps, hein, parce qu'on reste quand même, encore une fois, avec le gratin du MMA. Donc, c'est Mhm. des gars qui ont grapplé, qui ont fait du jiu-jitsu pendant des années et des années. Et voilà, on a tous une mémoire, au fur et à mesure des années, on oublie certains petits détails. Et le sol, c'est une question de détails. Donc, c'est des réajustements en plus. Ouais. C'est sur un combat comme ça, tu as un profil qui s'est fait soumettre suite à un knockdown, suite à une situation compliquée. Eh bien, toi, tu regardes ce que tu es capable de faire dans ton arsenal et tu regardes pourquoi ça n'a pas fonctionné. Avec Mm. un bon coach de jiu-jitsu qui te dit, voilà, regarde, là, il y a trop d'espace, tu aurais dû passer ta jambe, par exemple, si on parle de, de, du, de l'anaconda. Tu passes pas un anaconda en te jetant comme ça avec un gars qui a les genoux autant écartés, tu vois. C'est clair. Il perd déjà de l'espace, il réajuste, il repart, il obtient son gator roll, mais un gator roll, enfin, on s'en fout en soi du gator roll, tu vois. Mhm. Euh, il faut étrangler, quoi. Et une fois que c'est passé le gator roll, pas de réajustement au niveau des bras. Donc c'est plein de petits détails qui, pour moi, ne demandent pas non plus. Non, et comme tu l'avais dit, soumettre quelqu'un en MMA dans un combat officiel à l'UFC, il faut y aller. Donc s'il te manque un détail, tu l'as pas. Surtout contre un gars comme Gaethje qui tape pas. Ah ouais, ouais, tu dois. Il tape pas. Comment ça, il tape pas? Bah, il s'est laissé endormir contre Gaethje, contre Khabib, hein. Il Il s'est tape. pas laissé endormir. Il a Ah tapé oui, au non, moins juste, t'as 5 raison, t'as fois. raison. Oui, non, t'as C'est raison. l'autre, c'est Autant pour l'arbitre qui moi. le voit Au- taper au- et il fait rien. Autant pour moi, j'ai juste l'image de lui qui s'endort, donc je me suis dit, il a pas tapé, mais Ah ouais, non, effectivement, non, il avait non. tapé. Ouais, non, non. Il tape Autant pour moi. à 2 reprises, il tape plusieurs fois. L'arbitre, je sais pas ce qu'il faisait, tu vois. Il était en train de regarder plutôt je sais pas ce qu'il regardait, tu vois. Et il tient son bras, il fait, oh, c'est bon. Mais il a tapé Ouais, sur les deux juste, fois, t'as il a raison. tapé. Ouais. Contre Oliveira aussi, il a tapé. Enfin, cela étant dit, En tout cas, tout le monde tape contre eux, tu vois, contre Charles Oliveira et contre oui, 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 Khabib. non, Tu sais que les soumissions, elles sont ancrées, elles sont là, tu vas ouais, taper. s'il tape pas, il s'endort. La preuve, hein, il a Ouais, tapé, personne n'a intervenu, il s'est endormi, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, moi, c'est un petit défaut qui fait que si par exemple, il avait terminé Korean Zombie par étranglement, euh, T'aurais donné j'aurais. 5-6% en plus. Ouais, clairement. Ouais, Voilà. voilà, voilà. Donc, c'est pour On est ça que d'accord. je rajoute ça dans les défauts. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour des deux profils, donc on va pouvoir Ouais. passer à la partie game plan. Bon, bah forcément, on commence par le underdog. Moi, je voulais commencer par un truc, c'est, on en parle assez souvent sur Fight Minds. Ici, je pense que c'est typiquement le cas. Les deux doivent viser à gagner 3 rounds. Ouais. Je pense que ça doit faire partie de la stratégie initiale. C'est, ok, le gars en face de moi, il est très durable. Je suis un finisher, je suis un opportuniste, mais je rentrais dans ce combat en disant, ok, il faut que j'en prenne 3 sur les 5. Et puis voilà, si le finish vient à moi, j'ai l'expérience pour aller le chercher. Mhm. Mais mon mindset, ma préparation de ce combat-là, c'est je veux gagner à la décision d'abord. Ça te semble être une bonne base pour les deux? Je te rejoins complètement. Comme Parfait. d'habitude, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et donc, Et donc, Max Holloway. Max Holloway, c'est notre underdog. Moi, en fait, je vais commencer par une question. Parce que moi, je l'ai mis dans mon premier point sur mes notes, c'est quid gaucher? Point d'interrogation. Est-ce qu'il doit aborder le combat en gaucher en sachant que Gaethje, c'est un très très bon low kicker, mais c'est un très bon low kicker aussi dans les deux gardes. Ceci étant dit, ça reste un meilleur low kicker en garde fermée comme quasi tout le monde. Donc je me posais la question de voilà, est-ce que tu abordes le combat en gaucher ici? hmm. Alors pour moi, il y a 2 options. La première, La première serait de commencer en gaucher, effectivement, pour un petit peu se mettre à distance des low kicks. Sachant que Gaethje envoie quand même ses low kicks sur garde ouverte. Et Mhm. il le fait très bien. Il l'a fait contre Dustin Poirier. Et Ouais. je le trouve très puissant aussi, malgré le peu d'amplitude.
Ouais, sur ouais, la ouais. garde ouverte, hein. En plus, c'est intérieur et extérieur qu'il l'envoie. Mais là, sur les extérieurs qu'il envoyait en garde fermée, en garde ouverte, c'était très puissant par Très rapport, comme puissant. tu dis, à l'espace qu'il est capable de générer pour envoyer son calf Mm, kick ou mm, low mm, kick. mm. Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, vu qu'on parle de prendre 3 rounds, je pense que le premier round est accessible pour Max Holloway. Hmm. Avec son jab et en utilisant le système défensif de calf kick de Charles Oliveira. Talon-fesse. Talon-fesse, ouais. Mhm. On va appeler ça comme ça. Donc, euh, voilà, désengagé, il les désengage plutôt bien, tu vois, Max Holloway, désengagé, de temps en temps, rester dedans quand il y a le calf kick qui arrive, récupérer sa jambe. Par contre, il doit faire attention parce qu'on a Charles Oliveira qui s'était bien fait connecter, il défend, et donc il lance son calf kick, il remet sa jambe et il envoie une grosse droite à Justin Gaethje, tu vois. Il l'a connecté Ouais. 2 fois comme ça. Donc ça, pour moi, ça c'est des petits patterns qui doivent être un peu étudiés et préparés. Mhm. Et donc, pour moi, il y a 2 options, et on en parlait dans le dernier podcast. Eh bien, c'est compliqué, nous, de l'extérieur, de dire, bah voilà, fais ci, fais ça. C'est pour ça qu'on peut être consultant, entre guillemets, donner Mhm. des idées, mais c'est au coach, c'est au coin de pouvoir dire, bah voilà, là, dans ce cas-là, il a envoyé on a fait un round où il était en gaucher contre droitier, ça a bien fonctionné. On a fait un round comme ça, et on décide après lequel on préfère, tu vois. Ouais. Si ça arrive jusque-là. C'est toujours cette possibilité aussi. Ouais, donc ça c'est ma première question. Et un truc que j'ai bien aimé qu'il avait envoyé contre Arnold Allen, c'est en garde ouverte, c'est ses middle kicks. On a rarement vu Max Holloway travailler autant ses middle. Surtout, je pense qu'il y a une séquence dans le troisième round où il en envoie 3-4 d'affilée, un peu à la Luke Rockhold. Et je pense que contre Gaethje, qui se met beaucoup en boule et sa tête, elle s'abaisse limite au niveau, à hauteur du middle kick. Je pense que ça peut être intéressant, justement, pour peut-être faire peur à Gaethje de continuer à se mettre en boule. Et par défaut aussi, je pense que Gaethje, il est assez ouvert au corps. Et je pense qu'il a plus mal quand tu le frappes au corps que quand tu le frappes à la tête. Hum, hum, hum. Donc moi, garde ouverte, middle kick pour Max Holloway, j'aime bien. Surtout d'un point de vue de distance aussi, ça lui permet d'envoyer ça d'assez loin. Et par contre, sur le premier round, je sais pas, je me demande si Max Holloway, c'est pas dans son intérêt d'essayer d'utiliser ce premier round pour frustrer un maximum Gaethje. Justement, arriver pour pas trop engager dans ce premier round, Ah non, pas feinter, faire engagé, des... hein. Ah, ok. Mais tu vois, c'est le genre de premier round que tu peux prendre où c'est vraiment serré, mais parce que tu as envoyé un peu plus de jab et Ouais. que tu es un peu plus frustré, Mhm. euh, tu le prends, tu vois. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que pour moi, le premier round doit être utilisé pour beaucoup frustrer Gaethje, justement pour que Gaethje rentre dans ses vieux défauts de bah, je surengage. Si tu es trop loin de moi, Ouais. je surengage. Et là, tu as des contres qui s'offrent à toi. Max Holloway, c'est plus quelqu'un qui engage aussi. C'est pas spécialement le meilleur des contreurs. Mais je crois que voilà, sur quelqu'un qui surengage, il est capable d'aller cueillir derrière. Mais tu vois, ça serait plutôt l'approche qu'il a eu contre Arnold Allen, tu vois. Ouais. Arnold Allen, il était quand même plutôt méfiant, il désengageait, il était Mhm. présent, mais il a laissé un petit peu de temps passer avant de Ouais. pouvoir commencer à combiner. Ça serait vraiment cette approche-là. Donc, Ouais. comme tu dis, frustré, toucher bah, pour frustrer, et puis bah, en même temps, aux yeux des juges, obtenir ce premier round de cette manière. Ouais, là-dessus, je te Mm, rejoins. mm. Ouais. Et donc moi j'avais noté, je pense que ça rejoint un peu ce que tu as dit. L'approche Allen, c'est beaucoup bouger, garder de l'espace derrière lui, ça lui permet de désengager puisque c'est aussi un de ses systèmes défensifs prioritaires chez lui. Donc il a besoin de cet espace derrière lui et le fait de beaucoup bouger, ben justement, ça va peut-être euh, Gaethje qui manque de temps en temps de patience, il pourrait engager sur des mauvais angles et ça peut donner des ouvertures sur des petites frappes en contre. Hein. Tu peux contrer avec un jab et ça score. Hein. Et alors, pour moi, la grande complexité de ce combat pour Holloway, il n'a pas le choix, il doit gagner au volume. Parce qu'il frappe moins Mhm. fort. Il frappe moins fort. Donc, il doit gagner au volume. Et j'ai vu pas mal de gens faire des analyses en disant ce combat, c'est volume contre intensité. Et désolé, mais les stats vous font mentir. Parce que les stats de Max Holloway, je les ai donnés tout à l'heure, il touche 7 7,17 fois à la minute. Gaethje, il touche 7,35 fois à la minute. En termes de volume, Gaethje est au-dessus. Gaethje, c'est volume et intensité. Il a les deux. La grosse différence entre les deux, c'est que Max Holloway, quand il touche 7 fois, il se fait toucher 4,75 fois. Gaethje, quand il touche 7 fois, il se fait aussi toucher 7 fois. C'est juste ça la différence. Donc en termes, ouais, en fait la différence ici, c'est pas volume contre intensité, c'est juste
le système défensif, enfin Mhm. la qualité défensive qui va faire la différence à l'avantage de Max Holloway, selon moi. C'est toucher sans se faire toucher. C'est plus ça qui va être intéressant pour lui. Écoute, je pense que ça doit être ça. Et ça, Alors c'est moi, très j'ai rajouté, complexe. Ça, ouais, c'est très compliqué. dans le game plan. Alors toi, tu serais plutôt pour qu'il commence en gaucher, hein, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, ouais, je pense. Je pense que, Mhm. comme on a dit, Gaethje a des bons low kicks de part et d'autre, mais je pense qu'ils sont encore meilleurs en garde fermée. Et par conséquent, je commencerai Ouais. peut-être en gaucher, d'autant plus que c'est toi qui le dis souvent, quand tu es en garde ouverte, tu as une meilleure vue sur le bras arrière de ton adversaire. Ouais, ouais, mais Qui bon, t'as reste quand même une pas. fantastique arme du côté de Gaethje, quoi. Ouais, ouais. Sauf s'il te le feinte et puis qu'il envoie les kicks derrière, là, hein. Il manquerait plus que ça, tu vois, que Max Holloway se prenne un KO de la même manière que Dustin s'est les pris, là, tiens. T'imagines? C'est pas possible. Moi, j'ai rajouté dans le game plan, je sais pas si, je pense que ça peut être pas mal, mais je pense que Gaethje est ouvert sur les genoux une fois qu'il est pris en clinch tie. Il s'est pris un KO contre Eddie Alvarez. Ouais, 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 ouais. Il Et s'est, ouais, il s'en est pris pas mal avec Charles Oliveira. ouais. Et si on remonte un petit peu, on a Max Holloway qu'on a utilisé quelques-uns. Oui, et il y a un dernier élément aussi, ce que je l'ai remarqué hier, après avoir fait mes notes, j'ai re-regardé Dustin contre Gaethje 2, et tu sens que Dustin avait préparé ça, Ah le oui? genou. Il en envoie un dans le premier round, ça touche pas du tout, mais tu vois que avec un Gaethje qui baisse beaucoup la tête, etc., il avait préparé un coup de genou à la Dan Hooker, tu vois, qui vient de loin à distance de boxe anglaise, tu vois. Et tu Ah vois oui, qu'il oui, oui, l'envoie, t'as raison. et ça me fait tilter. J'ai fait, ah, parce que Dustin Poirier, on sait qu'avec Mike Brown dans son coin, ils stratégisent leur approche de combat, et je pense qu'ils Mhm. avaient préparé ça dans leur game plan. Et quand j'ai repéré ça, j'ai dit, bonne idée ça. Ça, c'est une bonne idée contre Gaethje. Donc j'aime bien que tu le Bah, sur, soulignes parce que je l'avais pas noté ici. sur quelqu'un qui descend beaucoup la tête, c'est déjà une bonne stratégie. Et sur Ouais. quelqu'un qui est très très puissant, comme en boxe anglaise, eh bien, quand vous allez bloquer, faire un cover comme ça face à des frappes puissantes, bah, c'est parfois pas suffisant. Et donc souvent en boxe anglaise, face à des gros punchers, on va passer au-dessus, les deux bras au-dessus des larges crochets et venir en double overhook, tu vois, et puis attendre Mm. que l'arbitre sépare. Mais en MMA, on peut avoir un bras qui passe au-dessus et qui viennent saisir la tête et envoyer des genoux. Pour moi, c'est une option qui serait très très intéressante, surtout que je vois Max Holloway être capable de le faire. Ouais. Il l'a déjà placé, je crois qu'il y a eu une tentative contre, comment il s'appelle mince. Euh, oh là 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 là. Il a tellement de Euh, combats, on peut citer tous les noms, tu non, vois. mais c'est José Qatar. Aldo, tu vois, Ah, contre Aldo. José Aldo. Ok. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut vraiment être une bonne option. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est le dernier élément qui peut être rajouté. Moi, j'ai rien d'autre, hein. Vraiment, allez, la complexité dans ce combat pour moi, c'est comment gagner au volume face à quelqu'un qui a beaucoup de volume et d'intensité. Et c'est à lui à répondre ça. Et c'est peut-être justement en favorisant peut-être l'aspect défensif de son jeu. Donc, du côté de Justin Gaethje, j'ai l'impression que son style par défaut peut amener à la victoire. Et donc, encore, voilà, et c'est ce que donnent les codes de Paris aussi. Donc, la question, c'est vraiment quels éléments de son jeu classique sur quels éléments de son jeu classique doit-il mettre l'accent? Ou Hmm. alors, toi, tu trouves qu'il y a des gros ajustements à faire pour s'assurer la victoire? Trop. Tu vois, dans la présentation avec Justin Gaethje, pour moi, je pense que on peut le décrire comme un bagarreur un peu chien fou avec un coach sur son épaule, tu vois, qui vient, Ah, j'aime bien, j'aime tu bien. vois ce que je veux dire? Ouais. Et qui vient lui dire, écoute, bah, comme tu disais, descends l'intensité, ok, c'est très bien. Et en fait, je pense pas qu'il y ait grand-chose à changer parce que moi, je le vois quand je vois un Justin qui rentre dans la cage, je vois deux personnes, entre guillemets, qui rentrent dans la cage. Mhm. Euh, Et je pense qu'en fonction de Trevor Whitman, de ce qui a été préparé, les ajustements vont être faits, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et Ouais. surtout que quand tu regardes l'évolution technique de Justin, moi je la trouve impressionnante. Très. Je le trouve de plus en plus fort. Encore On a maintenant.
Encore maintenant. Encore maintenant. On a un Mhm. gars qui est arrivé, alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, mais voilà, lui, il voulait prendre les bonus de la soirée, être le gars le plus spectaculaire dès qu'il Ouais. rentrait dans un combat. Il n'était pas là pour la victoire, il était là pour le spectacle. Et puis suite à une défaite, bah, je crois que c'était Quand il a contre... enchaîné ses deux défaites, en fait. Quand il a enchaîné ses deux défaites contre Poirier et avant ça Alvarez. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là? Alvarez, puis ouais, c'est à ce moment-là. Parce qu'en fait, à ce moment, c'est ça. En tout cas, c'est ça l'histoire qu'il donne Non, en non. interview. C'est je perds contre Alvarez, je perds contre Dustin Poirier. Je vais voir Trevor Whitman en disant j'ai envie d'être champion. Ah, Et là, ils ont voilà. changé son style. Et ça s'est ressorti parce Exactement. qu'il a enchaîné 4 victoires d'affilée, très propres, quoi. James Vick, Barboza, Cerrone et surtout Tony Ferguson. Pour retourner vers le title shot contre Habib. Donc voilà, donc ouais, moi clairement, je pense qu'on aura affaire à deux personnes dans la cage. Je vois pas trop d'ajustements. En fait, sur les ajustements, on va voir le game plan stratégique, Mhm. quel round je prends, et le game plan plutôt technico-tactique, comment mettre Mhm. KO, comment mettre TKO Max Holloway. Je pense sincèrement qu'ils vont arriver avec le technico-tactique. Je pense que ça sera... Et au vu des codes de Paris, j'étais vraiment étonné, mais sur les codes de Paris, les codes sont plutôt favorables à un KO TKO de Justin Gaethje sur Max Holloway, tu vois. Ouais, ouais, je pense qu'il considère qu'il frappe vraiment, vraiment dur. Et que, ouais, je sais pas, que Dustin Poirier est pas passé très loin. C'est aussi un lightweight. Je sais pas. Ouais, c'est. Moi, je m'attendais plus, voilà, à la cote favorable sur les décisions, mais vraisemblablement, on est quasi sur 50-50. Tu vois, les cotes, est-ce que ça va à la décision ou pas? C'est quasi un pick 'em. Je crois que c'est 1,83, 1,92, une connerie comme ça. Ah, c'est un truc de Donc, fou. on hésite. Enfin, vraiment, les oddmakers ont hésité en se disant est-ce que vraiment ça va aller à la décision ce combat. Mm, Moi, mm, mm. pour revenir sur la partie game plan, moi du côté de Gaethje, clairement pression, mais sans, enfin voilà. C'est un pick M, c'est 1,91, 1,91. Hein. Ah ben ça a changé depuis hier, puisque Ah, c'est John incroyable. avait mis sa pièce sur ça ne va pas à la décision. Et je pense que c'était 1,83 hier. Enfin bon, Mm. du coup ça a évolué vers le 50-50. Mais pour Gaethje, moi voilà, j'ai mis essayer de mettre de la pression, bah, sans pour autant la chercher à tout prix. Les low kicks, clairement. Et alors un truc qui a très très bien fonctionné pour Volkanovski et que Gaethje est capable de faire, c'est désengager de temps en temps et puis de temps en temps faire mine de désengager pour balancer son bras arrière et son crochet juste derrière. Tu vois, quand Max Holloway essaye de casser la distance en feintant le oblique kick, tu vois, il a cette technique qu'il utilise beaucoup et ça fonctionne bien. Hein. Contre Anthony Pettis, c'était une masterclass d'utiliser ce stratagème pour casser la distance. Mais Volkanovski a contré ça, c'était splendide. Et c'est Donc simplement, c'est quand tu fais un pas de retrait et que tu frappes, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ah Voilà. ouais. Bah Tu écoute, je l'avais désengages. noté, tu vois. Ah ben voilà, tu Je l'avais désengages noté que quand désengage t'as. un tout petit peu, il envoie le bras arrière. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça. En fait, si tu désengages 2, 3 fois sur ce stratagème, ben, à un moment, Mm, mm, il va faire son oblique kick plus loin, donc il va plus s'engager. Et donc là, si tu recules tout simplement, tu ancres tes pieds, tu balances ton bras arrière, si ça mm. touche, tu balances ton crochet avant, ouais, tu peux l'éteindre comme ça, vraiment. Et alors moi, ce que j'avais noté absolument, c'est frapper naturellement. Ce que j'entends par là, c'est tu dois pas frapper fort pour être performant. Justement, si tu frappes pour toucher, c'est suffisant. Surtout quand tu fais face à Max Holloway, tu sais que c'est difficile de l'éteindre. Donc si tu mets de la puissance, tu risques de perdre en énergie, tu risques de perdre en précision, tu risques de surengager, de frapper à côté, de te faire contrer. Donc là, le, le Justin Gaethje du 3e, 4e, 5e round contre Tony Ferguson, c'est celui-là qu'on doit voir selon moi. Par contre, je me demande si c'est pas Justin Gaethje qui doit être celui qui force un peu plus souvent la guerre pour gagner sur l'intensité. Parce que je Ouais, pense je que dans la pense. guerre, il y a un petit avantage Gaethje de par le fait que c'est un vrai lightweight, que Max Holloway c'est pas le power puncher. Gaethje a déjà été à la guerre contre des power punchers, il est resté dans la guerre, il les a gagnés. Donc je pense que ouais, Gaethje c'est peut-être celui qui doit un peu plus forcer la guerre et Max Holloway c'est celui qui doit un peu plus chercher le voilà, le combat un peu plus mesuré, je pense. Ouais, je pense aussi. Voilà. Moi, je pense qu'il va devoir voler les moments. C'est pour ça que je pense qu'il est enfin, voler les moments, c'est peut-être pas le bon terme, mais il va, aux yeux des juges, être le plus impactant. Voilà, ça va C'est être ça. plutôt ça. C'est ça. Il Et va il être doit le jouer plus là-dessus. impactant. Mm. Mhm. Et il y a, oui, effectivement, il y a un monde où il pourrait être le premier à mettre KO Bah oui, Max Holloway, hein, bien clairement. sûr.
bien sûr. clairement. Surtout si ça reste dans la poche et qu'on a un Max Holloway qui a mal préparé son combat, tu vois. Qui est arrivé en se disant, je vais faire ce que je suis capable de faire, ça va passer, tu vois. Ce qui, selon moi, est un vrai stress. C'est peut-être une bonne façon de terminer la phase game plan de cet épisode game Mm. plan. Max Holloway me semble être quelqu'un qui ajuste son style Dans de le combat combat. en combat, dans le combat, et puis de temps en temps entre, là par exemple, voilà la version qu'on a vue de Max Holloway contre Allen et contre Korean Zombie, c'est pas la même que ce qu'on avait eu l'habitude avant. Il est un peu plus mesuré, il est un peu plus voilà, dans Ouais, bah, l'attente de ses moments, et ça c'est très bien. il a Euh, préparé. On est d'accord qu'il arrivait avec une stratégie, ouais, ouais, ouais. ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà, exactement, c'est ça. Pour moi, la seule fois où on l'a vu avec une stratégie, c'était dans sa revanche et dans son troisième combat contre Volkanovski, parce qu'il avait l'expérience de combattre contre Mm. Volkanovski. Mais avant ça, je Ouais, l'avais jamais vu réellement venir avec une stratégie dans un combat. ouais. Il sentait son expérience, et à mon avis, c'est quelqu'un comme Sean Strickland, tu vois, qui a fait beaucoup de sparring au cours de sa carrière, qui a pris cette expérience-là. Et c'est ça qui lui permettait de faire les bons ajustements très rapidement dans un combat. Mm, mm, mm. Mais là, par contre, j'ai l'impression qu'il commence à approcher les combats de manière plus stratégique. Et donc, c'est ça qui me donne un peu espoir sur le fait qu'on pourrait donner 35% de chance de victoire à Max Holloway. Alors Mm. que justement, un Max Holloway si son combat contre Allen et contre Corinne Zombie n'avait pas existé, j'aurais été complètement en ligne avec le 25% pour Max Holloway. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà. Et je pense qu'il arrivera avec une stratégie au vu des cotes et il pourra pas se dire, ah c'est bon, j'y vais au talent. Là, il va se dire, attends, tout le monde me voit perdre ce combat-là, je vais le préparer comme j'ai jamais préparé un combat. Tu vois, tu essaies de comprendre pourquoi on Mhm. te voit autant underdog. Tu Ouais. essaies de comprendre pourquoi ton style, le style que tu présentes, n'est pas fait que tout le monde te voit perdant. Surtout que l'enjeu, pour moi, il est énormissime dans ce combat pour Max Holloway, dans le sens où la ceinture BMF, je m'en fous. Et je crois qu'il s'en fout aussi. Enfin, pas qu'il s'en fout, tu vois, c'est toujours un petit bonus, mais je Mm, pense pas que mm, c'était son objectif de carrière de l'avoir. Je pense que c'est voilà, c'est flatteur qui combattent pour, et s'il l'a, ça reste un accomplissement dans sa carrière, mais c'est mm, pas un mm, mm. objectif de base. Par contre, là, clairement, ce n'est plus Volkanovski qui est champion en featherweight. Donc, en cas de victoire, clairement, je pense qu'il a l'argument pour dire je redescends et je vais essayer de récupérer ce Mm. que j'avais par le passé contre Topuria. Et on ne peut qu'espérer ça parce que moi, personnellement, Max Holloway contre Topuria, ça m'intéresse à mort. Surtout si Max Holloway gagne contre Gaethje. Max Holloway gagne ici, je veux absolument voir Max Holloway contre Topuria. C'est clair. C'est Et je me clair. demande s'il aurait même pas l'opportunité de choisir entre Topuria et Makhachev. Je me demande ce qu'il choisirait. Bref, du coup, pour moi, il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat parce qu'une défaite ici, ça pourrait euh, l'enlever ce qu'il attend depuis longtemps. Parce qu'en Mm, fait, mm, mm. on disait, il éteignait tous les contenders chez les featherweight au point que l'UFC faisait passer les contenders outre Max Holloway pour pouvoir donner du renouveau à Volkanovski. Et maintenant que Volkanovski n'est plus dans le paysage de manière au moins temporaire, c'est une porte ouverte à Max Holloway d'aller tenter de récupérer ce titre. Donc, il y a des enjeux dans ce combat. Il y a des enjeux. Ouais, ouais, ouais. Bon, passons à la question du membre. Mhm. Alors, question du membre. Avant toute chose, comme je le fais d'habitude, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça vous permet de nous supporter financièrement et nous de développer davantage de contenu, davantage de projets. Et en contrepartie, il y a des avantages, notamment certaines de vos questions pendant nos podcasts. On répond en priorité à vos commentaires pendant les lives. On répond à tous vos commentaires sous les vidéos. Il y a des vidéos exclusives, etc., etc. Donc la question vient de Simon Gross. Il demande, est-ce que pour vous, Holloway a un physique / une morphologie qui pourrait être adaptée pour performer en lightweight, ou bien il sera toujours limité, même avec toute la bonne volonté du monde et le temps normalement nécessaire pour bien préparer une montée? Hmm. En gros, est-ce que selon toi, Max Holloway peut venir s'installer en lightweight? Euh, bah s'il monte en lightweight, il va perdre clairement l'avantage qu'il avait en feather d'être Grand. relativement grand pour la catégorie. Comme on l'a dit, il n'est pas forcément très puissant. C'est vraiment un gars qui envoie du volume. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que morphologie en fonction de la catégorie. C'est un peu compliqué de dire est-ce qu'il a la morphologie pour la catégorie. Il faut regarder, pour moi, c'est plutôt la morphologie en fonction des adversaires potentiels, tu vois, Mhm. qui me semble plus judicieux. Euh, ah, je sais pas, moi je le trouve très très bien en 66 kilos. Mhm. On dit souvent, ouais, il est gros pour sa caté, il fait des cuts énormes, mais il m'a pas l'air non plus de souffrir des masses et de.
Si? Non, non, en fait, Il a moi, ma ra- réponse, elle est entre les deux par rapport à ce que tu viens de dire. Pour moi, je pense qu'il fait des gros cuts, mais je pense qu'il a une approche tellement professionnelle que bon, tous les cuts sont challengeants, hein. Mais un peu comme toi, tu vois, tu fais des cuts raisonnablement gros, mais je te vois pas souffrir pendant tes cuts parce que tu as une approche ultra pro Ouais, de la ouais, ouais. déshydratation. Et je pense que Max Holloway, c'est pareil. Il fait des gros cuts, mais il en a déjà tellement fait et il les fait avec tellement de professionnalisme Ouais, ouais. qu'il n'a pas besoin d'être porté à la pesée. Et je pense qu'il peut continuer à en faire. Moi, le stress que j'avais, c'est plutôt quand il avait 25-26 ans, ce qui remonte à il n'y a pas si longtemps. Je crois il a quoi, 28-29 maintenant. Mhm. Il est encore super jeune, hein. Ah non, il a 32. Bon, alors plutôt quand il avait 28-29 ans, j'avais peur que plus il avance en âge, plus il allait avoir du mal à faire featherweight. Mais là, je pense pas, j'ai pas l'impression qu'il a du mal à continuer à faire le poids. Et comme tu le dis, je pense qu'il pourrait être imposant chez les lightweight, mais son style, quand tu regardes le paysage du top 5, son style n'est peut-être pas adéquat pour performer aussi bien en lightweight qu'en featherweight. Ah, ouais, ouais. Par contre, il y a Moi, des chouettes ouais. combats à faire en lightweight. Tu l'imagines contre Charles Oliveira, tu l'imagines contre Fiziev, tu l'imagines, enfin voilà. Charles Oliveira, il est énorme. Ouais, ouais, mais Pour moi, c'est d'un point de beaucoup vue trop, style, tu vois. ouais, mais c'est des beaux combats, quoi. Sur papier, c'est des beaux Pour combats. moi, ça va être un petit, un petit lightweight. Je pense il n'a jamais raté sa pesée, hein. Non, non. En, Donc la question ne devrait pas se poser en en soi. featherweight, ouais, la question ne devrait pas se poser. Sur la question de l'âge, ben voilà, comme tu le dis, le cutting, c'est très protocolaire. Il faut avoir une bonne connaissance de comment on fonctionne, de son corps, de son métabolisme. Mhm. Mais moi, je me rappelle avoir fait des cuts de 2 kilos, 3 kilos et avoir galéré. Et maintenant, je fais 8 kilos sans aucun problème, tu vois. Mhm. Et je galère pas du tout. Mais parce que je connais exactement, enfin voilà, 500, à 500 grammes près, il y a une limite. Là, c'est facile. Et si je passe sur les 500, là, c'est l'enfer, tu vois. Et encore. Et je fais des cuts où je sais que je fais pas des gros cuts. Je suis pas. Mon dernier combat, enfin voilà, c'était du 69, 61 et demi, ça fait 7 kg et demi. C'était facile. Clairement, je serais dans une grosse orga, j'aurais pu faire 1 kilo de plus, tu vois. Mhm. Et sans me mettre en danger, sans grande difficulté. Donc, il faut imaginer qu'à l'UFC, ils font appel à des pros, Ouais. ils sont. Donc, non, Et, non, non. et Et puis, comme je tu viens de le crois, dire, tu as aussi l'expérience. Et je pense que Max Holloway, il connaît sa limite. Il sait quelle est la limite qui le fait passer vers l'enfer. Et quand ouais, bien même il doit aller à l'enfer, il a le mental pour. Donc, on va appeler ça une marge. voilà. Il va pas dans la marge, mais il pourrait y aller. Donc, Et il y a un autre truc qu'il faut avoir en tête, c'est que les montées de poids en fin de carrière, parfois, alors tu as soit vraiment tu as une maturité physique qui fait que tu prends du poids, mais tu prends pas 5 kilos sur ta carrière, tu vois. mm, mm, mm. Euh, mais donc comme tu te professionnalises, c'est beaucoup plus facile. Moi, en début de carrière, quand on travaillait ensemble, bah, j'étais à 67, 68 toute l'année. Je faisais mes combats à 67, 68. Aujourd'hui, je suis à 70, 71 et je combats avec 2 kilos de plus dans la cage, tu vois. Mhm. Voilà, c'est à peu près la même chose. Par contre, tu peux avoir des gars qui veulent monter de catégorie, soit parce que c'est vraiment trop compliqué, comme Dustin Poirier, qui cotait beaucoup trop. Il était à des 83 pour descendre à 66, c'était Et comme n'importe Charles quoi. Oliveira, dont on vient de parler, hein. Charles Oliveira. Et puis, tu as des combattants qui montent de KT parce qu'ils ont la flemme de perdre 7-8 kilos. Et donc Mhm. là, quand tu commences à avoir la flemme de faire un truc pour être au top, c'est que tu es dans. Ça va pas. Au déclin, c'est C'est que tu es dans l'indicateur le du déclin, déclin. tu vois. Si tu as la Si flemme tu... pour le cut, tu vas avoir la flemme pour les entraînements difficiles. Exactement. Mhm. Donc, si tu arrives en fin de carrière et que tu commences à dire, ouais, bah, je vais faire un combat dans la KT au-dessus, c'est pas grave, pour moi, tu es en déclin. Ouais, c'est à ce moment-là que tu dois prendre les combats fun. Tu vois, Voilà. ça fait un peu penser à Dustin Oui. Poirier, tu vois. Dustin Poirier, il faisait des call-outs de Nate Diaz en welterweight. Et à ce moment-là, tu Oui. commençais à dire, OK, il a Tu sais que shifté tu son focus. Tu sais que tu es Désolé pour le... largement. Ouais. Voilà. Tu seras favori même si tu es sur la KT au-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, je m'étais dit, désolé pour le double anglicisme, mais il a shifté son focus. Je sais même pas comment je pourrais dire ça en français. En disant, OK, mais je serai Il a plus champion. déplacé, il a changé. Voilà, et il a changé son objectif en se disant, je serai plus champion, donc je vais prendre des combats fun et Hmm. j'en prendrai un au welterweight, comme ça je dois pas cut. Après, Voilà. voilà, on l'a dit récemment par rapport au combat contre BSD.
ben, finalement, il est revenu un peu en mode ok, j'ai une carte à jouer, je me redonne à fond dans ce sport et dernier title run, c'est maintenant. Ouais, Et c'est voilà. bien. Et le seul truc où les gars vont monter de catégorie et où il n'y a pas de. Même s'ils sont pas. C'est pas par flemme, c'est s'il y a la volonté de prendre une ceinture au-dessus, tu vois. Ouais. Là, on est sur une autre dimension. Mhm. Là, il y a la motivation, tu vois. C'est pas la Clairement. motivation, ah, je vais changer de KT parce que j'ai la flemme de faire mon cutting, c'est je change de KT parce que je veux prendre cette ceinture, même s'il sera plus lourd que moi, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, il est l'heure. Il est l'heure des pronostics et des préférences. Préférence? Merci à Simon pour la question. Bon, moi j'ai un pronostic où je me mouille très très bien, donc je vais te laisser donner le tien en premier. Bah écoute, moi je t'avoue que je comprends les cotes, hein, donc j'aurais du mal à ne pas dire que je vois Justin Gaethje l'emporter. Euh, ouais, et je comprends aussi le fait que j'ai l'impression que ça peut aller à la décision comme ça peut finir par un KO. Mhm. Euh, Ma préférence, c'est pareil, c'est des combats où t'as trop envie de les voir s'affronter, mais t'as pas envie qu'il y ait de perdants. Euh, Exact. Donc, donc c'est problématique. Ce que j'aimerais bien voir, parce que j'en ai parlé, parce que encore une fois, hein, c'est sur les adaptations. Quand tu as un gros favori, c'est de voir les adaptations de l'underdog Ouais. qui place. Donc j'aimerais bien voir un Max Holloway qui l'emporte parce il est arrivé avec un game plan, parce qu'il a préparé de la technique, et ça me plairait énormément. Et alors, mon pronostic qui n'existe pas, mais j'aimerais voir Max Holloway l'emporter en prenant la tête comme ça et en partant sur un coup de genou sauté ciseau, papa, KO, boum, terminé. Et là, je serais en folie. Ah, tu serais encore plus content, je pense, s'il il prend la tête, il fait le coup de genou sauté, ça envoie Gaethje au tapis et qu'il aille le soumettre au sol. Là, je pense que tu es aux anges. Là. Je Et pense puis que là, hop, il passe bien, il réajuste bien. voilà. Allez, pourquoi Non, pas. Je me un demande à KO. combien la cote de Holloway par soumission, tiens. Je pourrais aller Elle est voir. énorme. Déjà par KO, je crois que c'est à 10, hein. Waouh. Ça va être une cote record par soumission. Ce serait marrant d'aller voir. Je sais pas si j'aurai le temps. Ben, ce temps-là, j'ai donné moi mon prono dans lequel je me mouille un peu. Je suis vraiment un mec, hein, je sais pas faire deux choses à la fois. C'est un truc de fou. Voilà, ici, Max Holloway par soumission. Justin Gaethje par 26. soumission, c'est 21. Max Holloway, c'est 26. On donne plus de chances à Gaethje de soumettre Holloway que l'inverse, mais Tu vois, je te 21 et dis que 26. Ouais, c'est un truc de fou. Je me demande si t'imagines quand c'est... on a dit Justin Gaethje, il a un défaut, c'est le sol, tu vois. On a hésité à dire Max Holloway, son défaut, c'est le sol, mais Ouais, ceux qui font les cotes, ils ont dit ouais, c'est le sol aussi, hein, ouais. voire pire. Il y a déjà des trucs, enfin tu vois, Jiri Prochaska qui soumet Glover Teixeira, peu de gens le voyaient, je me demande si la cote était pas à 25, tu vois, Ah ça ouais. m'étonnerait pas qu'elle soit à 25. Bon bref, pour mon prono, moi, quelqu'un que tu peux pas mettre KO à la tête, tu dois chercher le KO ailleurs, et donc j'ai envie de me mouiller en mettant Gaethje par TKO dû à des low kicks dans le 4e round. Oh, ah ouais. Parce qu'en fait, Max Holloway en encaisse beaucoup. Le truc, c'est qu'il pouvait se permettre d'en encaisser beaucoup contre Volkanovski, qui, tu vois, quand tu parlais en début de podcast des frappes qu'on envoie à la tête pour toucher, puis pour assommer, puis pour éteindre, bah, les low kicks de Volkanovski, c'était clairement pour toucher, pour ennuyer. Ceux de Gaethje, c'est pour cumuler jusqu'à Hmm. vraiment ennuyer. Et donc, je pense que... Donc toi, tu penses qu'il y aura un arrêt parce qu'il peut plus marcher, ouais. ou est-ce qu'on voit un peu plus large, genre il a tellement mis de low kick qu'il arrive plus à boxer et il se fait mettre TKO. Non, moi vraiment, l'arbitre arrête parce qu'on voit Max Holloway qui a plus d'appui sur sa jambe avant. Ou sur ses deux jambes parce qu'il aura switché. Je sais, je me mouille à mort. Hein. Là, si t'as Ouais, une cote bah là-dessus, écoute, c'est à 50, mais ça reste, tu vois, quand tu le visualises, ouais, ça reste quelque chose qui serait faisable, c'est enfin un faisable. scénario. C'est un C'est un scénario. J'ai dit que je scénario, voulais ouais. me mouiller, donc Mhm. voilà, je me mouille. Bah là, Par contre, pour la je crois qu'on s'est préférence, bien mouillé, hein. ouais, tous les deux. Ouais. Et pour la préférence, honnêtement, je sais pas. La victoire de Holloway me plaît dans l'idée où il peut redescendre pour chercher Topuria derrière. Ça me plaît Mhm. énormément. J'aime tout autant Gaethje comme combattant. C'est vraiment deux combattants que j'apprécie énormément. Je suis pas contre de le voir contre Makhachev après. Si on s'en tient à la ceinture BMF, parce que c'est aussi, on peut en parler, tu vois. Le gagnant, il aura la ceinture BMF. Si Holloway la gagne, la ceinture BMF descend de nouveau d'une catégorie. Donc on aura commencé en welterweight. Là, on est en lightweight. Maintenant, elle va descendre en featherweight.
Alors, contre qui il la défendrait, tu vois? Parce que je pense qu'il va vouloir chercher le challenge sportif, mais après, il va peut-être devoir la défendre. Ah O'Malley qui bah, monte, O'Malley contre Holloway en featherweight, mais ah O'Malley, il bah n'a pas vraiment non. la définition du BMF, hein. Il a sélectionné Moi, je t'avoue son. que si Holloway il l'em- il l'emporte, Topuria, il dit ouais, moi, je combats pour les deux ceintures ou rien, quoi. On Enfin, met les deux en jeu. ah bah bien Ouais. sûr. Ah, t'as deux Oh, ouais. ceintures, tu mets les deux en jeu, sinon tu passes ton chemin. Et Enfin après, ouais. tu fais Topuria contre Makhachev avec les deux en jeu. Ouais, tu vois, moi je pense que Ah, comment ça, tu vois, Topuria directement l'emporter comme ça? non, s'il l'emporte. Non, 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 Ah non, ouais. ouais, j'avoue. S'il l'emporte, on fait ça. Ouais. Et par contre, euh, si Gaethje la garde, moi j'aimerais bien voir Gaethje contre Masvidal. Comme ça, t'as le BMF inaugural contre le BMF nouveau, tu Ça vois, va en être welterweight. ouais, Ça mais va être un massacre, mais ça va être un massacre. Là, tu veux du mal à des gens, là. je peux pas en vouloir parce qu'il nous a donné une interview, une chouette interview, tu vois. Mais voilà, tu vois, tu mets ça sur papier et les gens seraient contents, tu vois, ils seraient excités. T'as le côté vraiment fun et t'as la définition même du BMF. Le mec qui revient à l'UFC pour essayer de récupérer celle qu'il a créée, tu vois, contre celui qui a réussi à la défendre. L'histoire est pas mal. Mm, mm. Donc Ouais, ouais. ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, on va espérer que Max Holloway l'emporte. Max Holloway contre Masvidal Ah non, pour grand la mot. BMF. Euh, N'importe quoi. Il serait capable. Bon, on a fait un gros tour, ouais, la on a fait un analyse gros tour, je pense. XXXL. Je crois qu'on va rajouter un X sur le thumbnail. Merci à toi, Brian. Merci à toi, Chris. Merci à tous hein, pour l'écoute. N'hésitez pas à commenter aussi, à nous dire votre avis sur ce combat, quoi. Yes. Allez, ciao, ciao. Ciao, hein.